La conquête de la retraite, c'est en fin de carrière, en quelque sorte, on m'attribue à vie la qualification moyenne des postes que j'ai occupés. Et le retraité aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un, comme disait Christine, qui touche un salaire différé, c'est-à-dire qui piocherait dans une épargne préalable correspondant à une cotisation. Non, c'est quelqu'un qui est désormais payé pour sa qualification qui lui devient personnelle à cet instant-là. C'est-à-dire que la qualification moyenne des postes qu'il a occupés devient, au moment du départ, sa qualification personnelle. Et qui dit qualification personnelle et salaire affecté, dit salaire à vie. Un retraité, c'est quelqu'un qui a désormais un salaire à vie. Voilà. Hein? Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait des perdants complets. Pour peu qu'on veuille bien analyser les choses avec un regard un peu différent de celui qu'on essaye de nous vendre, en nous disant, comme Christine l'a rappelé, eh bien, en fait, si vous êtes retraité, c'est que vous avez cotisé auparavant et que vous récupérez dans votre pension vos cotisations passées, ce qui, économiquement, n'a aucun sens. Aucune valeur ne s'accumule jamais. Les retraites qui seront perçues dans 20 ans, par les retraités dans 20 ans, seront un prélèvement sur la production qui aura lieu dans 20 ans. Qu'ils aient cotisé ou pas, peu importe, même si c'était un régime en capitalisation, ça serait un prélèvement sur la richesse produite dans 20 ans. Donc, il n'est pas question du tout de salaire différé, comme on essaye de nous faire croire, et comme on essaye de nous le vendre, même en régime de répartition, sous la forme du modèle suédois. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on dit on va défendre la répartition. Non, ce n'est pas la répartition qu'il faut défendre. Enfin, si, il faut la défendre, mais ce n'est pas parce que c'est de la répartition. Ce qu'il faut défendre, c'est la logique au nom de quoi on distribue la valeur. Donc, dans le système suédois, c'est vous cotisez, et chaque fois que vous cotisez, on inscrit le montant de votre cotisation sur un compte fictif, et lorsque vous atteignez un âge plancher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âge légal de départ de la retraite, il y a un âge plancher, eh bien, vous êtes libre de choisir le moment de votre départ en retraite. Et au moment que vous aurez choisi, on fera le total de vos cotisations, on regardera votre âge et on dira, à votre âge, votre espérance de vie moyenne est d'environ, mettons, 20 ans. Et si votre espérance de vie moyenne est de 20 ans, on prendra le total de votre compte, on divisera par 20 et on vous dira, voilà, chaque année, ce qu'on vous doit. Vous pourrez ainsi, statistiquement, récupérer vos cotisations passées. On est en plein dans le salaire différé et dans la logique de l'épargne. Hein? Même si le système fonctionne concrètement en répartition. D'accord ? Donc, si on comprend bien ça, et qu'on refuse cette lecture, et qu'on défend au contraire l'idée, ce que nous proposons, que le retraité est payé à la qualification personnelle qu'il a désormais acquise en terminant sa carrière, alors on ouvre une perspective supplémentaire d'avoir un salaire à vie. L'enjeu de la qualification, c'est de passer de la qualification professionnelle affectée au poste à la qualification personnelle affectée à l'individu à vie, et donc avec le salaire qui va avec, et donc avec un salaire à vie. La cotisation sociale, aujourd'hui, pour un montant de 550 milliards d'euros environ chaque année, finance sur des périodes extrêmement longues, dans le cas des retraites, 40, 50 ans, des montants très élevés, un quart du PIB, sans accumulation financière, sans liaison avec le poste et le marché du travail, sans dividendes, sans remboursement, etc. Et bien voilà. Voilà ce qu'il faut faire. La proposition, c'est donc de dire, peut-on élargir la cotisation en reprenant mon petit schéma, à la fois vers le bas, pour en finir avec le marché du travail et donc avec le chantage à l'emploi, que vous connaissez bien, et malheureusement dans le piège dans lequel on tombe si facilement, et faire progresser la cotisation et sa logique vers le haut pour se passer de la propriété lucrative. Voilà. Alors, comment peut-on faire ?
bien, il faut décider que, en effet, c'est à titre personnel que la qualification doit être affectée, que celle-ci doit être totalement déconnectée de la certification, c'est-à-dire des diplômes, etc., qui permettent d'évaluer les compétences et qui permettent de dire oui, ok, un tel ou un tel, une telle, il est capable de tenir tel poste parce qu'il sait faire, etc. C'est une chose, mais de manière totalement déconnectée, notre proposition est de créer un nouveau droit constitutionnel qu'on a appelé le statut politique du producteur, qui reconnaît en chacun d'entre nous quelqu'un qui est qualifié, c'est-à-dire apte, 1, à produire de la valeur économique, 2, à délibérer et donc à décider de la valeur économique, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on produit, quand on le produit, pourquoi on le produit, pour qui, comment, à quel endroit, etc., etc. Droit constitutionnel attribué comme le droit de vote à la majorité, par exemple, avec une qualification de démarrage qui ne peut ensuite que progresser, ou non, selon les cas, en fonction des preuves de qualification qu'il faudra inventer, évidemment, mais il en existe déjà des prémices, hein, à travers le concours d'entrée dans la fonction publique pour les fonctionnaires, à travers différentes manières de pouvoir reconnaître une qualification à une personne, et donc d'affecter, dès cette majorité, un salaire qui va avec cette qualification et qui est donc un salaire à vie. Comment payer ce salaire? En créant une cotisation salaire, et donc en faisant en sorte que les entreprises, désormais, au lieu de payer directement leurs salariés, payent une cotisation qui va à une caisse de salaire et qui permet aux salariés d'être payés indépendamment des aléas de l'entreprise. Imaginons par exemple qu'on finisse par se passer de la bagnole, hein, et qu'on soit obligé de restructurer notre économie de manière massive. Ben, c'est évident que les gens qui aujourd'hui sont en emploi dans le secteur automobile n'auraient plus d'emploi. Ben, il faut qu'ils aient plus d'emploi, oui, enfin plus de postes plus exactement, mais il faut qu'ils aient un salaire correspondant à leur qualification. Hein. Donc l'idée c'est déconnectons enfin totalement, poussons plus loin la logique positive de la cotisation, puisqu'on le fait déjà pour le quart du PIB, allons plus loin et institutionnalisons une caisse de salaire qui paiera les salariés à vie et à la qualification, la ressource étant un prélèvement primaire d'une cotisation nouvelle qui se substitue au salaire direct. Comment faire croître la logique de la cotisation sur l'autre aspect, c'est-à-dire pour diminuer, supprimer la propriété lucrative? Eh bien, c'est créons une caisse d'investissement à laquelle cotisent les entreprises avec un taux, hein, en deux parties, on va dire, hein, sur la partie qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation dans les comptes d'une entreprise, qui correspondent en fait au profit, si vous voulez. Et on va dire, on va laisser par exemple dans les comptes de l'entreprise, dans les caisses de l'entreprise, par exemple 15% de leur profit, qui va leur permettre d'avoir un autofinancement dont elles disposeront à leur guise. Et puis le reste, eh bien, ça sera une cotisation investissement économique qui ira dans une caisse. Et cette caisse, en gros, elle va remplacer le système bancaire. Elle va faire quoi? Elle va récupérer les cotisations investissement. Elle va collecter aussi l'épargne, que ce soit l'épargne des entreprises, des ménages, etc. Ce que font les banques aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait en principe le système bancaire? C'est qu'il collecte ces fonds et qu'ensuite il les transforme en prêts à long terme, etc. Sauf que l'expérience de la cotisation nous montre qu'il n'y a pas besoin de prêter, on ne vous demande pas de rembourser votre retraite. Ben, pourquoi on demanderait de rembourser les investissements? D'ailleurs, ça existe aujourd'hui, ça s'appelle une subvention. Hein? Eh bien, il faut que cette caisse d'investissement, au vu des projets d'investissement des entreprises et avec une délibération politique ad hoc, décide d'affecter des sommes pour financer les investissements des uns ou des autres, quand ils vont au-delà
de l'autofinancement habituel de l'entreprise, et on peut financer l'investissement sans recours aux prêteurs privés, sans recours aux taux d'intérêt et aux prêts lucratifs. Et donc en finir avec cette figure de l'actionnaire dont je vous rappelle qu'ils n'ont jamais rien apporté. Même dans les batailles syndicales, on dit on cherche un repreneur, hein, on cherche un repreneur, mais c'est terrible. Hein. Donc on était pris, on est enfin libéré, on veut être repris, hein, par quelqu'un qui va prétendre apporter de l'argent qu'il vienne piquer. Hein, parce que ces gens-là n'ont que des titres. Ils ont l'équivalent de bouts de papier, hein, qui les autorisent à prélever par des dividendes ou par des taux d'intérêt une partie du produit du travail d'autrui, et donc l'argent qu'il se propose d'amener, le gars qui dit « je vais vous apporter 2 millions d'euros », il n'a jamais 2 millions d'euros dans ses poches. Donc ces gens-là ne font que transférer de la monnaie de là où ils le prélèvent vers là où ils prétendent l'apporter, et au passage, ils s'octroient le droit de décider de ce que vous allez faire dans votre emploi, de qui va produire, pourquoi, comment, et en plus, ils vont en ponctionner une partie. Ça, c'est du parasitisme, c'est nuisible. La preuve, d'ailleurs, c'est que les sommes en question ne vont pas à l'investissement, Christine l'a rappelé. Si vous prenez les sociétés non financières, c'est-à-dire en gros les entreprises industrielles et de services, etc., leur taux d'investissement moyen depuis 30 ans, c'est 14, 15, 16%, pas plus. Voilà. Or, il y a 700 milliards de profits qui sont distribués dans la nature. Alors où ça passe? Ça passe en spéculation sur les marchés financiers, en consommation de luxe, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des difficultés dans l'automobile, etc., mais pas dans les sacs Vuitton, où tout ça se vend très bien, les Porsche. Hein. Donc il y a effectivement une consommation, mais qui est faite au profit des quelques-uns qui détiennent le pouvoir économique. Ce qu'on entend par là, c'est évidemment pas passer de la propriété privée des moyens de production, comme aujourd'hui, à une étatisation, par exemple, ou même à la propriété collective, d'une certaine manière, qu'on retrouve par exemple dans les scopes, où aujourd'hui, seuls les coopérateurs sont propriétaires d'une partie des moyens de production. Nous, on ne parle pas de propriété lucrative ou de ce type de propriété, on parle de la propriété d'usage. En d'autres termes, ça veut dire que le collectif de travail, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise, ont la propriété d'usage, tant qu'ils sont dans l'entreprise, des moyens de production, c'est-à-dire que quand ils reviennent le lundi matin après le week-end, il faut qu'ils puissent retrouver leurs moyens de production, qu'on ne leur ait pas piqué ou bousillé. Il faut qu'ils puissent décider ce qu'ils vont produire avec, de quelle manière, comment ils vont s'organiser, etc., etc. Sans pour autant avoir un titre de propriété comme on l'entend aujourd'hui. C'est simplement l'usage. Et quand le personnel se renouvelle, ceux qui ont l'usage se renouvellent. D'accord? Donc, en termes de logique actuelle, les entreprises deviennent apropriétaires. D'accord? Sans propriétaire, au sens où on l'entend, nous, d'habitude. Hein? Simplement, en sont propriétaires d'usage ceux qui travaillent avec les moyens, ceux qui travaillent aujourd'hui avec les moyens disponibles. D'accord? Voilà. Donc, comme le boulanger travaille avec son four, hein, pour prendre l'image que j'avais prise tout à l'heure, il en est propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui piquer, hein, mais il l'exploite, et puis si c'est son fils qui reprend ou son voisin, ça sera lui qui en sera propriétaire d'usage. D'accord? La nuance qu'il y a avec ça. Ce qui veut dire que libre à chacun de dire je vais essayer de monter une nouvelle activité, une boîte, etc., de trouver des gens pour s'associer, pour créer un collectif de travail, développer un projet d'investissement, acquérir des moyens de production, des machines, des installations, etc., et puis les faire fonctionner et créer de la valeur avec ça. Voilà. Hein, mais avoir, du coup, la possibilité de faire avec ces moyens ce que collectivement on décide. Quand je dis collectivement, ça veut dire toutes les parties prenantes à la production, c'est-à-dire
les gens qui sont concernés parce que l'entreprise est localisée à tel endroit, donc côté les voisins, les gens qui sont dans la région, les salariés évidemment, les usagers ou les clients potentiels, les fournisseurs, etc. Instaurer de la démocratie dans le fonctionnement de l'entreprise, je ne pense pas que ça puisse nuire. Hein? Bon, voilà, donc c'est l'idée sur en quoi ça consiste cette propriété. Sachant qu'aujourd'hui, le propriétaire, vous ne savez même pas qui c'est. Par contre, vous voyez son action à travers le blocage des salaires, l'augmentation des cadences, etc. etc. Hein? Bon. Et puis les délocalisations éventuelles.